lundi. Invité surprise à ce journal de la communauté, messieurs Pierre Milika Mimanga et Georges Goma. Voilà les deux membres de la communauté congolaise. L'un est au Canada et l'autre au Vermont, ici aux USA. Alors, salut Georges Goma. Salut John Lewis. Salut Pierre Milika Mimanga. Salut et bonne année à tout le monde. Voilà, je rappelle que Georges Goma et Pierre Milika Mimanga sont deux anciens de la rédaction, donc des amis de la rédaction de Congo Live 11. Georges Goma, je rappelle, est professeur de sociologie, titulaire d'une thèse de doctorat obtenue à la Sorbonne. Pierre Milika Mimanga, coordonnateur du MCCD ici aux USA. Avec les deux amis, nous parlons de la situation au Congo démocratique, de cette alternance politique pacifique au Congo démocratique. Alors, une fois de plus, merci à ceux qui sont connectés sur Facebook, Jean Lewis, et sur Pierre Milika Mimanga, Georges Goma. Une fois de plus, bonne année à tout le monde. J'espère que je pourrai vous donner quelques secondes pour que vous souhaitiez bonne année à vos amis, parents et connaissances. Georges. Merci beaucoup. Je vais souhaiter mes meilleurs voeux donc à ma famille d'abord et à tous mes amis, et à tous mes collègues et à tous les citoyens congolais et finalement à tous les citoyens du monde. Et donc, je souhaite une bonne santé à tout le monde parce que la santé, c'est le capital le plus précieux sans lequel rien ne peut se faire. Et après la santé, évidemment, plein épanouissement et plein réussite dans tous les aspects de la vie de tout un chacun. Et par-dessus tout, une bonne année 2019 pour le Congo, Brazzaville et pour l'Afrique d'une manière générale, en espérant que ça sera l'année pour la démocratie en Afrique. Pierre Milika Mimanga. Oui, mes voeux sont adressés aux membres du mouvement congolais contre la dictature d'abord, à ses sympathisants et encore au peuple congolais. Et ceux qui n'ont pas reçu les vœux du président du mouvement congolais contre la dictature, donc présentement par ma voix, je réitère les vœux qu'il en a adressés au peuple congolais de demeurer optimiste pour la lutte que nous avons entamée. Voilà. La République démocratique du Congo, dans l'alternance démocratique, le vote a eu lieu le 30 décembre, je crois, dernier, si je ne me trompe. Et nous avons donc les résultats qui ont été publiés par la Commission électorale nationale indépendante, résultats qui devront être approuvés par le Conseil constitutionnel dans quelques jours. Alors, avec mes invités, nous parlons de ce scrutin depuis la préparation jusqu'à la publication de ces résultats. Pierre Milika Mimanga, pour le Congolais du Congo démocratique qui nous écoute, sa réaction serait peut-être: de quoi vous mêlez-vous? Occupez-vous de vos propres affaires. En quoi la situation au Congo démocratique peut intéresser le Congolais de Brazzaville? Bien, merci, mais je ne pense pas qu'il y ait un Congolais de la RDC qui peut raisonner ainsi, parce que la lutte que nous menons, c'est la lutte africaine. Donc, le problème qui se passe en RDC ne peut laisser un Congolais de Brazzaville indifférent. Quand on voit même comment les manifestations se font ici au niveau de l'Occident, ce sont les peuples qui aujourd'hui militent côte à côte. Donc, non, nous ne nous s'immisçons pas dans les affaires intérieures, mais nous portons une analyse parce que ça nous préoccupe et de par la proximité de nos pays. Réaction, Georges Goma. Bon, ben, évidemment, comme l'a dit Pierre, c'est insensé qu'on dise que les Congolais de Brazzaville se mettent des affaires des Congolais de Kinshasa. Ça n'est pas possible. Historiquement parlant, c'est un seul peuple, on le sait très, très, très bien. Et les deux pays ont toujours entretenu des rapports en sachant déjà que Brazzaville et Kinshasa, c'est les capitales les plus rapprochées du monde. Donc, il y a des raisons historiques, des raisons sociales, des raisons économiques qui nous lient parfaitement entre les deux pays. Et en matière de politique, on sait très bien que ce qui arrive dans un pays influence directement
l'autre pays. Et donc, comme l'a dit Pierre, moi aussi, je pense que la lutte que nous menons, c'est une lutte beaucoup plus globale pour l'Afrique noire d'une manière générale et pour l'Afrique centrale en particulier, parce que quand on regarde un peu cette fameuse démocratie, eh bien, ça pose problème au niveau de l'Afrique centrale. Donc, nos amis de la RDC savent très bien que nous menons le même combat. Voilà, nous allons revenir sur l'organisation du scrutin même. Quels sont, selon vous, les facteurs primordiaux qui ont prévalu justement à l'organisation de ce scrutin? Est-ce que vous pensez que c'est à cause de cette pression interne et externe que finalement le président Kabila a cédé, ou cela faisait partie de son agenda? Bon, Monsieur Georges, voilà. Écoute, prenez la parole comme vous la voulez. Hein, oui, écoute, je vais commencer par dire ceci. Si nous essayons d'analyser la question par rapport aux événements d'aujourd'hui, on fait une mauvaise analyse. Il faut savoir quand même, il faut repartir toujours à 1989, cette grande révolution qui a poussé les pays africains à aller vers la démocratie. Et nous tous, d'une manière générale, nous avons pensé que, évidemment, la démocratie était le modèle politique qui allait mieux à l'Afrique. Certaines démocraties, je ne parle pas de la démocratie de manière générale, je sais très bien qu'on peut penser une certaine démocratie à l'africaine, mais qu'à cela ne tienne, la démocratie, pour moi, Georges Goma, a des principes universels parce qu'il part de la liberté d'expression et de la liberté d'entreprendre. Au moins, ces deux libertés-là. Et donc, évidemment, la situation en RDC n'échappe pas à cette logique-là. Donc, l'élection devait se passer en 2016 déjà. Il ne faut pas l'oublier. Oui. Qu'en RDC, la constitution de la RDC tenait l'élection d'être réalisée en 2016. Et depuis 2016 jusqu'à 2019 pratiquement, hein, l'élection a eu lieu le 30 décembre, c'était presque en 2019 là. En disant 2 ans se sont passés en RDC où il y a des tergiversations terribles, n'est-ce pas, sur l'organisation de cette élection, où les gens au pouvoir ont dit que malgré la crise, eh bien, il fallait que l'élection se passe pour que le président Kabila puisse passer le témoin à un autre. Mais on a vu très bien qu'il y avait aussi une mauvaise volonté d'organiser ces élections. Donc, il faut quand même le savoir. Il y a eu la pression des partis de l'opposition et la pression de la communauté internationale. On l'a tous vu en direct, cette pression-là, jusqu'à arriver à l'organisation de cette élection. Et je pense que c'est un bon parcours pour nos amis de la RDC d'être arrivés à ce niveau-là. Alors Pierre, doit-on dire coup de chapeau à Kabila? Ben oui, je dirais que les deux. Hein. Il y a la pression internationale et il y a la bonne volonté de M. Kabila, parce que le pouvoir, surtout dictatorial, par principe, ne se laisse pas facilement. Et donc, nous saluons le travail fait par l'opposition de la RDC et d'autres forces, et aussi encourageons la bonne volonté de M. Kabila qui a donné des promesses, plus ou moins, il les a acceptées. Allô Pierre? Oui. Ah, ok. Oui, vous parlez de bonne volonté, Pierre, mais du point de vue de la préparation, vous ne voyez pas que ceux qui... Je prends un exemple, les machines, par exemple, qui ont été utilisées auront été, pour certains observateurs, déjà codées pour faire triompher le candidat du pouvoir. Est-ce qu'on peut à ce moment-là penser... Je vois Georges en train de réagir. Voulez-vous réagir sur ce qu'il a dit, Georges? Oui. Moi, je ne ferai pas comme Pierre de jeter tout de suite, n'est-ce pas, les fleurs à M. Kabila. Moi, je n'irai pas dans ce sens-là.
moi j'irais dans le sens que le plein jeu démocratique doit être joué. C'est ça que nous recherchons avec toutes nos forces. Il faut que les principes de la démocratie soient clairs en Afrique. Quand on voit très bien, comme a essayé de mentionner John Lewis, un observateur attentif verra tout de suite que M. Kabila a voulu tirer, n'est-ce pas, avantage de cette situation-là en prépositionnant, n'est-ce pas, une personne dont il savait très bien qu'il était à sa portée. Ça, quand même, les éléments autour de la situation le montrent parfaitement. Rien que la configuration, n'est-ce pas, des candidats, les trois candidats, M. Fayoulou Martin et M. Emmanuel Ramazani Chadari et M. Félix Tshisekedi, on voit très bien que la force, ou bien les forces politiques en place, on les a vues en campagne électorale. On pourrait supposer que l'un des deux barons puisse arriver en tête de cette élection. Mais comme c'est le troisième, qui était moins attendu, qui arrive en première position, sans oublier qu'évidemment, il y a eu des tractations entre M. Félix Tshisekedi et puis M. Kabila, jusqu'à chez M. Denis Sassou Nguesso. Je sais pas si je peux interrompre. Rapidement, et puis mon cher Georges. Oui. Ouais, là, on est déjà dans le processus. Nous ne sommes pas encore sur voilà. Georges. Donc, nous parlons d'abord du départ. D'accord. Est-ce que M. Kabila a eu la volonté d'organiser les élections, hein? Est-ce que c'est seulement la pression internationale qui a fait que M. Kabila organise les élections? Bon, nous voyons qu'il y a des facteurs combinés à cela, Pierre, des facteurs combinés, mais que ce qui est prédominant ici, c'est cette pression interne et externe, non? Non, c'est-à-dire que ça, c'est aussi faire une analyse facile. Nous sommes sur un terrain politique, tout ne se cède pas facilement. Celui qui est au pouvoir veut y demeurer, et surtout les dictatures qui ne veulent pas laisser le pouvoir. Donc, il faut que ceux qui sont en place, hein, bâtissent des stratégies pour les forcer à partir. Donc, pour des gens conscients, un peu soucieux du pays, hein, la pression étant, il peut comprendre, il peut analyser et préparer une transition sans effusion du sang. Et c'est ce que nous avions essayé de constater un peu au Congo démocratique. M. Kabila a pris l'engagement comme quoi il ne serait pas candidat. Il va organiser les élections. Il en a fait. Hein? M. Kabila a proposé d'amener les machines. Mais en face, on a eu des stratégies aussi. Si les machines étaient faites pour qu'on triche, on a eu une partie de l'opposition qui a dit oui, avec ou sans machine, nous on va. Là, le pouvoir est coincé. M. Kabila n'est pas candidat, a proposé quelqu'un d'autre et a organisé ces élections sans l'aide de la communauté internationale. Il a eu quand même la volonté de sa part. Tout n'est pas parfait. Ce refus d'avoir rejeté cette aide ne traduit-il pas cette inertie, ces soupçons autour de lui? Ce qu'il faut comprendre. Séquestrer le processus même? Non. Si on fait la genèse, M. Kabila est arrivé au pouvoir par l'autruchement de ces gens-là de l'Occident. Et que chemin faisant, M. Kabila a certainement constaté que il y avait peut-être beaucoup à perdre, point de vue de son pays, de continuer à travailler de cette manière-là avec cette communauté internationale, mais il y a eu maille à partir. On ne peut pas comprendre que les gens qui l'ont mis là, et les 2 dernières années, plus rien ne marche entre eux. Et donc, M. Kabila a voulu montrer aussi, c'est un bon exemple quand même, qu'on peut, pour des petites choses, essayer de faire nous-mêmes sans solliciter l'aide internationale. Et ça, il l'a fait. Nous ne disons pas que tout a été parfait, que tout le bon crédit lui revient. Non, mais dans ce qui se passe au Congo démocratique aujourd'hui, M. Kabila a eu aussi une bonne volonté pour que ça se passe ici.
Alors, Georges, rapidement, peut-être une dernière réaction. Oui, non, mais ça c'est clair. Moi, je suis d'accord avec Pierre, parce que la réalité politique est que, évidemment, qu'importe la pression qu'il a eue sur lui, il a eu, n'est-ce pas, ce courage de laisser le pouvoir. Ça, c'est un fait qu'il faut mettre à son crédit. Ça, absolument. je ne le refuse pas. Mais mon problème, c'est la sincérité, parce que par-dessus tout, vous savez, en politique, les gens sont toujours sur des stratagèmes, des stratagèmes. Mais nous aimerions que M. Kabila avance un peu le bouchon de la sincérité jusqu'au bout. Que maintenant, nous sommes à quelle étape aujourd'hui? C'est la contestation, évidemment, de ces élections-là. Mais que M. Kabila montre suffisamment de volonté d'aller vers cette transparence que les uns et les autres réclament au niveau international comme au niveau intérieur. Ça, je pense qu'à ce moment-là, s'il arrive à ouvrir un peu cette transparence, eh bien, je pense qu'il rentrera de plein droit du bon côté de l'histoire. Ça, au moins, c'est ce que je lui souhaite. Voilà. Nous allons donc continuer. Je rappelle à tous ceux qui nous écoutent et connectés sur Facebook que nous avons aujourd'hui une tribune qui porte, nous organisons une série de quelques tribunes sur le Congo démocratique et cette tribune est ouverte par Georges Goma du Canada et Pierre Milika Mimanga du Vermont aux USA. Les deux sont donc des Congolais. Alors, Georges et Pierre Milika, nous parlons des forces en présence, notamment de l'opposition. Alors, on a constaté une grande fracture au niveau de l'opposition en dépit du conclave de Genève et qui avait retenu l'hypothèse ou l'initiative d'une candidature unique, voilà, de l'opposition. Pensez-vous que cette fracture soit des manœuvres du pouvoir de s'imposer comme une troisième force incontournable ou encore que du côté de Tshisekedi, on voyait beaucoup plus l'idée de perdre le gâteau, c'est-à-dire qu'en se retrouvant au milieu de plusieurs figures comme les Mbemba, les Fayoulou et autres, que le gâteau serait rétréci et qu'il valait mieux plutôt de se retirer de ce conclave, des conclusions de ce conclave de Genève. Pierre Milika Mimanga. Non, mais je dirais que ce sont là les manœuvres de la fameuse communauté internationale. Parce qu'il est inadmissible qu'une opposition, pour choisir son candidat, puisse se déplacer. Il faut être dans des salons feutrés. Ça a quand même choqué plus qu'un observateur. Et lorsque les gens se déplacent, pour tous, M. Tshisekedi était bien parti, ayant une base, parce qu'il a une base constante. Et que les gens comme les Katumbi, qui passaient par tous les écrans, sur tous les écrans, sur tous les plateaux de télévision, comme quoi M. Tshisekedi était son candidat, mais on a été surpris qu'au cours de cette rencontre, il ne vote pas pour lui, et non seulement qu'il se déplace même pour aller le choisir à l'extérieur, mais que cela soit parrainé, supervisé par une association que nous connaissons tous la manière du fonctionnement, il y a un problème. Et donc, si monsieur Tshisekedi, au sorti de là, vu la pression de sa base, est renoncé à soutenir le candidat choisi au cours de cette réunion, il n'y a rien de mauvais là. Bon, maintenant, nous sommes sur le terrain politique. Des stratégies se font, des réunions se font, les gens se parlent. Et si le pouvoir a eu à contacter M. Tshisekedi, comme certains le prédisent, le mal est où? Ce qui est important, c'est que lorsque les Katumbi passent sur les antennes pour dire leur candidat est le candidat de la communauté internationale, mais pour nous, Africains qui luttons pour la libération de l'Afrique, franchement, ça fait froid aux yeux. Comment avoir un candidat qui est le candidat de la communauté internationale? Nous avions besoin des candidats qui sont les candidats du peuple. Et donc, M.
Fayoulou, là, a porté aussi un costume qu'il ne fallait peut-être pas. Alors, donc, Georges, je rappelle que vous ne devez pas réécouter Facebook à l'antenne, ce qui nous fait des retours. Alors, Georges, vous pensez que l'image de M. Fayoulou n'a pas été bien vendue et qu'elle a contribué plutôt à sa déconfiture? C'est cela votre point de vue aussi? Moi, de toutes les façons, il faut savoir quand même, pour aborder cette question-là, il faut faire une analyse un peu en deux versants. Il y a le versant de la communauté internationale, c'est-à-dire l'influence de la communauté internationale sur les affaires de la RDC. Et de l'autre côté, il faut voir un peu l'adversité interne à la RDC. Je vais commencer par l'adversité interne. Pour dire ceci, moi je suis parmi les personnes qui pensent que le régime en place, qui a toutes les fonctions régaliennes d'un État, qui a tous les moyens d'un État, qui pendant des années a conduit la politique de la RDC, c'est ce pouvoir-là qui devait mettre en place toutes les prévisions ou les provisions pour que les choses se passent à peu près correctement. Pierre, tu parles des stratégies des uns et des autres, mais ça c'est bien vrai, ça c'est bien vrai. Mais quand le régime en place met en place des conditions nécessaires pour que chaque citoyen de la RDC, chaque parti dans la RDC puisse s'exprimer à peu près clairement, je pense que ça peut aider beaucoup de choses. On n'oublie pas quand même que cette élection se passe quand même après un passé très, très difficile jusqu'à aujourd'hui. Ça, c'est des éléments qu'il ne faut pas laisser passer sous silence. Dans le Kivu, on continue à massacrer des gens. Il y a des rapports avec le Rwanda également. Voilà des facteurs de fond qui massacrer devant. Je vais terminer Laisse-le terminer, Georges. Pierre. Je donnerai le temps de réagir là-dessus, mais laisse-moi aller un peu au bout de ma pensée. Voilà. Donc, voilà la complexité de la situation qui nous interdit de prendre vraiment des choses à la légère. Alors, donc, le régime de M. Kabila devait jouer la plus grande partition pour réduire la portée, n'est-ce pas, des récriminations qui pouvaient être portées sur ce régime-là. Bon, du côté de la communauté internationale, mais bien sûr que nous aurons voulu que la communauté internationale, à partir des chartes qui sont les siennes, puisse jouer vraiment un rôle de médiateur dans tout ce qui se passe. Les Nations Unies et la francophonie et toutes ces organisations-là, quand on lit leurs chartes, c'est quand même des chartes qui vont vers, n'est-ce pas, que les choses se passent à peu près correctement. Mais cette communauté internationale, Pierre l'a bien dit aussi, derrière aussi, il y a un enjeu, des intérêts des pays occidentaux qui généralement utilisent cette communauté internationale, pas dans le sens que nous voudrions, mais dans le sens de la défense des intérêts des Occidentaux. Donc l'Afrique, finalement, la RDC peut être comme un terrain où se joue une guerre mondiale larvée à cause de ces intérêts-là. Je pense quand même qu'il faut qu'on prenne la juste mesure et la hauteur des facteurs centraux qui expliquent évidemment cette crise politique en RDC et par-delà dans d'autres pays. Alors, Pierre, vous voyez que l'ONU est depuis plus d'une vingtaine d'années et qu'on traîne toujours les pieds. Vous ne voyez pas qu'il y a au-delà quelques intérêts justement qui attirent ces puissances. Est-ce que Kabila lui-même, un autre aspect de la question, ne s'emploie ou ne s'employait pas à trouver une porte de sortie comme telle et donc se faire peau neuve? C'est ce que je voulais, lorsque mon cher Georges a évoqué les massacres oui. À l'Est, à Kivu. Je crois que ça fait partie un peu de malaise aujourd'hui entre la dictature, Kabila. Nous ne la défendons pas, mais ça peut faire partie des points qu'aujourd'hui, lui et les Occidentaux, rien ne marche.
Comment pouvez-vous imaginer que dans cette partie du pays, depuis au moins 20 ans, qu'il y ait pratiquement toute une armée, plus de 20 000 hommes, et que cette partie du pays vit toujours dans l'instabilité, l'insécurité totale? Il y a problème. Que fait la communauté internationale là-bas? Que fait l'ONU là-bas? Alors qu'il y a un gros budget pour sécuriser la zone. Alors, que cette communauté internationale aujourd'hui s'intéresse beaucoup plus rien qu'à l'organisation de l'élection, il y a aussi un problème. Nous avions vu tous la réaction spontanée de cet homme d'affaires français, Le Drian, sur l'annonce des résultats, qu'il connaissait. Il avait déjà un candidat. Non, soyons sérieux. On ne supporte pas Kabila, mais ce pays, la RDC, aujourd'hui, a fait un pas. La communauté internationale, c'est vrai, on ne peut pas la rejeter, mais on ne sait pas si réellement elle joue pleinement son rôle, parce que ce que vit la RDC aujourd'hui, Brazzaville en a vécu, le Gabon en a vécu, le Cameroun vient d'en vivre, on ne sait pas si les réactions ont été les mêmes. Et donc, si aujourd'hui, la classe politique de la RDC peut essayer de prendre les choses en main, effectivement, je reviens un peu sur les propos de mon cher Georges, que M. Kabila rentre dans l'histoire, hein, qu'il essaie d'être beaucoup plus ouvert avec son opposition qui aujourd'hui ou demain sera aux affaires, que les souffrances de ce peuple-là soient allégées parce que le peuple congolais a beaucoup souffert. Et si aujourd'hui la classe politique a atteint une certaine maturité et peut proposer autre chose à ce peuple-là, ça serait bien pour l'Afrique et surtout pour ce Congo, ce pays que nous aimons tous. Voilà, parlons maintenant je rappelle que nous ne devrons pas réécouter le Facebook à l'antenne. Alors, parlons maintenant du déroulement de ce scrutin dont on croit qu'il a été émaillé de plusieurs irrégularités et que la CENI, Commission électorale nationale indépendante, a cru devoir minimiser. Georges Goma, est-ce que vous pensez qu'effectivement, le scrutin tel que les choses ont été décrites, les reportages des journalistes et autres, ne méritait pas une sanction au point de pouvoir être annulé comme tel? Bon, il faut d'abord dire ceci. Irrégularité des machines, des bulletins vides trouvés quelque part, bon, des bureaux de vote qui ont ouvert peut-être 2 ou 3 heures avant la sortie, la clôture des bureaux. Tout cela ne contribue-t-il pas à décrédibiliser le processus? Bon, il faut d'abord savoir ceci, que la République démocratique du Congo, c'est un immense pays de 80 millions d'habitants et je ne sais pas combien de millions de kilomètres carrés. C'est un pays immense. C'est un pays immense qui, depuis 2 décennies, de toutes les façons, vit une situation de crise, un peu comme au Congo-Brazzaville également. Et donc, l'organisation des élections dans un tel pays, c'est en tant que tel un vrai défi. Déjà, il faut le savoir. Apporter pour la première fois des machines dans un processus électoral, à mon sens, représente un progrès. Ça représente un progrès. Dans les pays occidentaux, ils sont loin là-dessus. Mais plus, moi, je suis une personne qui suis vraiment attachée à la vérité. Si ces machines ont été dans l'intention de faciliter les opérations électorales, c'est une bonne chose. C'est une belle tentative. Cette fois-ci, la deuxième fois, ça sera beaucoup plus rodé, je pense. Mais une fois de plus, connaissant un peu ces régimes dictatoriaux, on a un peu le droit de douter un peu de ces machines-là parce qu'on sait très bien qu'avec ce qu'on peut faire avec l'informatique. Bon, qu'à cela ne tienne, ce n'est pas le plus important. Bon,
Maintenant, l'autre chose qu'on peut critiquer, qui réduit un peu la portée de ces élections, il y a quand même trois villes et pas des moindres, qui n'ont pas voté. Je les ai pas retenus en tête, mais il est bien clair que dans ces villes, on leur a dit qu'il y avait une épidémie de quelle maladie et que, évidemment, leur vote interviendrait un peu plus tard. On parle de plus d'1 million d'individus, hein, je crois. Voilà. Hein, et heureusement que dans ces villes-là, malgré le fait que le régime en place leur est interdit d'aller voter pour telle ou telle raison, les gens se sont mobilisés, sont allés voter, malgré tout. Donc voilà, il y a quand même des choses, un faisceau d'indices qui montre très bien que cette élection a été organisée bel et bien et que ça n'a pas été au goût de tout le monde. Bon, je vais terminer un peu avant de laisser la parole à mon frère Pierre, Milika Mimanga, de dire ceci. La conférence épiscopale du Congo. Voilà, je voudrais... voilà. Le clergé qui a toujours été un acteur de pointe dans la vie politique de la République démocratique du Congo, et c'est de bon droit qu'une institution du clergé puisse, n'est-ce pas, se mêler des affaires de la nation. Vous pensez, Georges, je voudrais vous arrêter sur ce point. Vous êtes sociologue, sociologie politique oblige, et vous pensez que l'Église doit s'impliquer physiquement dans ces affaires-là. L'Église, c'est un acteur de la société civile, voyons. Vu les pays qui sont les nôtres, je ne pense qu'avec le penchant éthique, entre guillemets, qu'a généralement l'Église, je pense que laisser le champ libre à l'Église, au moins de superviser en tant qu'observateur de telles élections, ça renforce la crédibilité, n'est-ce pas, de l'élection d'une manière générale. Et ils ont déployé combien? 40 000 personnes sur toute l'étendue du territoire, c'est pas peu de personnes. Et ils ont recoupé quand même les résultats en leur possession, qui n'ont pas été quand même des résultats quand même très, très détachés, n'est-ce pas, de ceux de la CENI. Hein? Alors, moi, je pense quand même que la voix de l'Église doit être écoutée et prise avec beaucoup de parcimonie si on veut, et vrai évidemment, que demain, nous arrivons à une sorte de stabilité. Parce que nous visons quand même, dans tout le combat là, on vise un point, pas seulement pour la RDC, mais c'est pour tous les pays africains. On vise un point d'équilibre, un point où il y aura l'alternance au pouvoir. Parce qu'il ne faut pas oublier que les dictateurs qui s'enracinent au pouvoir, qui ont plein d'argent à l'étranger, qui peuvent aller du pouvoir, aller vivre correctement à l'étranger, mais on se pose la question, mais pourquoi ils s'accrochent à ce pouvoir alors qu'ils ont beaucoup d'argent, ils peuvent aller vivre ailleurs et laisser les gens tranquilles? Mais c'est parce qu'ils ont posé des actes dans ces pays-là. C'est des gens qui sont des justiciables, ces gens-là. C'est la peur un jour de ne plus être au pouvoir et de se mettre en face de la justice de leur pays ou de la justice internationale qui leur fait nous perdre autant de temps plutôt que d'arriver à un point où l'alternance au pouvoir assurerait la quiétude à tout le monde, un peu comme ça se passe au Ghana, où on peut voir dans un stade de football les 4 présidents qui sont passés au Ghana se retrouver ensemble et être à rigoler, n'est-ce pas, en train de regarder un match de football et être invité par le président en place pour des conseils sur ceci et sur cela. Vous voyez, c'est ça que nous visons, nous, dans le combat que nous menons. Ce n'est pas contre qui que ce soit, mais nous voulons atteindre un peu ce point-là où les gens seront libres. Tu fais 5 ans de pouvoir, renouvelable une fois, si tu l'as, et tu laisses le pouvoir aux autres, et ça permettra, n'est-ce pas, à nos pays d'avancer, de faire des grands pas dans le progrès social, économique et politique. Alors Pierre-Milika Mimanga, pensez-vous que l'Église comme telle en est sortie ragaillardie? Parce qu'on a vu qu'il y a eu après une espèce de volte-face de l'Église, notamment sur les prévisions dont on parlait et qui présentaient Fayulu comme vainqueur à plus de 60%. Non, mais je commence d'abord par ta première question. Si ça s'est bien passé ou pas. Bon, dire que ça s'est passé, ça s'est très bien passé, c'est aussi exagéré.
mais nous sommes à la case départ. Ce qu'il faut saluer, c'est qu'au moins l'élection a eu lieu. Elle s'est déroulée dans relativement de bonnes conditions, puisque les gens ont voté, malgré un peu une partie de l'opposition qui était hésitante, qui ne voulait pas que les gens aillent voter, mais en tout cas, bon, qui s'est rattrapé au dernier moment, tant mieux. Mais en tout cas, les gens ont voté et l'organisation n'a peut-être pas été totalement parfaite. Nous sommes au début. Ce qui est important, c'est que l'acte a été posé et qu'il y a eu des problèmes, il y a eu des contestations, que la classe politique, la société civile, nous pensons, ont cette maturité de pouvoir surmonter ces difficultés. Bon, maintenant, quand tu as parlé du rôle joué par l'Église, bon, nous saluons d'abord ce que l'Église a fait depuis là. Hein. Elle est parmi les acteurs qui ont mis la pression sur la dictature afin qu'on en arrive là. Bon, maintenant, à un moment donné, aussi, on est un peu indigné du rôle que cette institution commençait à prendre. Hein. Est-ce que réellement elle est là pour les intérêts du peuple congolais ou c'est toujours la main de l'Occident qui est derrière? On sait un peu le rôle qu'a toujours joué l'Église catholique, parce qu'on a été un peu indigné lorsque l'Église se rend au Conseil de l'ONU pour demander l'autorisation à ce qu'elle proclame les résultats. Bon, là, il y a les PV qu'elle avait. Le rôle de l'Église semble un peu être confondu. Mais depuis le départ, l'Église a joué un rôle non négligeable. Notamment avec l'organisation des messes, des meetings et autres. Donc, avec, oui, mais il faut reconnaître la part de chacun, ce que chacun a apporté. Hein? Oui, l'opposition. Vous voyez, Pierre, je voudrais simplement dire ceci, que ça ne devrait pas se limiter. Oui, c'est ce que je voulais dire. Mais devait poursuivre. Voilà. Voilà. C'est-à-dire que l'opposition politique a fait un travail remarquable, hein, qu'il ne faut pas négliger. À l'extérieur, le mouvement des combattants, ils ont fait un travail formidable, mais la dictature aussi, face à cela, a aussi un peu fléchi pour qu'on arrive à ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. Mais ce qui est important, que cela ne soit pas stoppé. C'est la première fois qu'on organise les élections dans ce pays, et puis de cette manière. Bon, il y a des failles, et si on maintient le rythme, nous pensons que les prochaines élections, il y aura beaucoup plus d'amélioration. Nous avions parlé sur les machines. Mon frère Ngoma en a évoqué qu'il était très favorable. Effectivement, le problème, c'est lequel? Est-ce que cette machine, le fonctionnement a été mis à la disposition de tout le monde, le mécanisme même? C'est-à-dire que si le pouvoir qui a voulu rénover la façon de voter, si c'était fait avec sincérité, hein, pas avec des petites manières pour qu'on essaie de tricher, il n'y aura pas de problème. Bon, maintenant, c'est le premier pas. C'est le premier pas. Prochainement. Pierre, nous parlons d'une société qui n'est pas scolarisée à 100%. Vous introduisez des machines à voter. Vous ne voyez pas que dès le départ, la chose est plus ou moins faussée. Ça n'a pas simplement parce qu'on ne peut pas lire ce qui est écrit. C'est ce qu'on a dit. C'est-à-dire que s'il y avait le temps, si c'était fait en toute sincérité, en toute transparence, hein, il devrait avoir le temps d'apprendre aux gens, sinon ce n'est pas aussi compliqué. Les gens sont plus ou moins, c'est peut-être pas les aveugles, mais quand on dit ici, il faut appuyer ici, il faut appuyer là, ils peuvent le faire. Mais si c'est fait en toute transparence, voilà, il y aurait pas de problème. Il faut introduire des nouvelles, il y a la nouvelle technologie, pourquoi rester en marge de cela? Si ça peut aider, surtout que le pays est vaste et grand, pour que les élections, les résultats soient connus à temps. Si ça peut aider ou si ça pouvait aider, ce ne serait pas une mauvaise chose. Voilà, nous allons donc nous séparer dans quelques 6 minutes. Je rappelle que nous avons à cette tribune qui porte sur l'alternance démocratique au Congo-Brazzaville 2 invités, Georges Goma et Pierre Milika Mimanga. Alors,
Parlons de Tshisekedi qui a remporté l'élection et qui sera certainement confirmé chef de l'État ou président de la République dans quelques jours. Georges, je voudrais que vous répondiez, que vous réagissiez à une information ou une opinion qui croit qu'effectivement, les Congolais ont beaucoup plus voté pour la mémoire de Tshisekedi père que pour le fils. Bon, ben écoutez, Georges Goma, jusque-là, n'a pas encore acquis la certitude que, évidemment, M. Félix Tshisekedi est le gagnant de cette élection. Une fois de plus, moi, l'important, ce n'est pas que ce soit un opposant qui dit arriver au pouvoir et assurer cette alternance avec l'équipe de M. Kabila. Une fois de plus, moi, j'ai des fondamentaux. Les fondamentaux, c'est la vérité, simplement la vérité. La vérité des urnes, comme certains le disent à tue-tête. Moi, je suis de cela. Alors, une fois que le recomptage des voix, parce qu'il n'y a pas une autre solution que de recompter les voix. Et recompter les voix, ça ne demande pas beaucoup d'argent, ça ne demande pas beaucoup. Ce n'est pas refaire une élection, mais c'est tout simplement recompter les voix avec des témoins, avec cette communauté internationale aussi, et tout le monde, et qu'on ait la certitude que M. Félix Tshisekedi, n'est-ce pas, est le vrai gagnant de cette élection. Et nous serons, en gré, de le soutenir et de l'assister dans la tâche très, très difficile qu'il aura à assumer. Parce que, quand même, quand on regarde un peu les choses, on n'a pas évoqué une chose, mon cher Jean Lewis, c'est quand même l'élection présidentielle était coupée aux élections législatives. Oui. Et que les élections législatives, on monte très bien un raz-de-marée, n'est-ce pas, de la mouvance présidentielle de M. Kabila. Ce qui veut dire que le président a beau être le président, M. Tshisekedi, mais oui, s'il est de l'opposition et considéré comme un monsieur de l'opposition, eh bien, M. Kabila sera toujours là avec les deux chambres entre ses mains. Georges, cela montre effectivement qu'il a été élu pour d'autres raisons que voilà, mais c'est pourquoi par une base. Voilà. La suspicion est là. La suspicion est là. C'est pourquoi je continue à dire que ce qui s'est passé en RDC, c'est formidable. Cette élection sans effusion du sang. Et je rejoins là, mon cher Pierre Milika Mimanga, c'est formidable. C'est vraiment formidable. Mais s'il y a des mauvaises intentions derrière la prise, n'est-ce pas, en main des chambres, si ça prédispose une stratégie de M. Kabila d'être toujours autour du pouvoir, et même faire à la Poutine aussi, on peut le faire. Il a quand même la réalité du pouvoir, il a la maîtrise des instances, des institutions de sécurité du pays, donc il peut faire des choses. Donc, je vais terminer pour passer la parole à mon frère, Pierre Milika Mimanga, de dire ceci, que M. Kabila a encore le temps et la possibilité de passer de là où il est avec donc une figure qui n'est pas aussi claire que ça et passer de l'autre côté, du bon côté de l'histoire, avec une figure très très bien nettoyée. C'est-à-dire qu'il accompagne clairement ce processus de dévolution du pouvoir qui se fait assurément très bien une fois qu'on aura levé un peu les équivoques autour de la sincérité et des résultats du vote. Et là, il peut se faire une virginité, M. Kabila. Mais s'il reste là avec des gens autour de lui, comme son ministre de l'information, oui, sa façon de voir les choses, sa façon de parler, ça montre à suffisance que c'est des gens qui ne sont pas prêts à laisser le pouvoir, même s'ils ont passé beaucoup d'années au pouvoir. Pierre Milika. Je voulais dire à ce niveau-là. Mais la RDC a encore la possibilité de donner une belle leçon de démocratie au reste de l'Afrique centrale et au reste de l'Afrique noire. Pierre Milika. Ben oui, dire que Monsieur Tshisekedi, c'était la question, s'il a bénéficié de l'aura de son papa. Hein?
bon, vous savez, c'est une institution, hein, le RDPS. Hein, c'est un parti traditionnel de l'opposition. Bon, le fait qu'il soit aussi l'enfant de son créateur, c'est pas exclu qu'il ait eu à bénéficier de l'aura de son père. Bon, maintenant, sur le fonctionnement des institutions demain, là encore, si son élection venait d'être confirmée, là encore, nous avions besoin que la classe politique fasse preuve de maturité et que les amis, les combattants qui ont jusque-là fait un travail de fond, pour ceux qui peuvent descendre faire la politique au pays pour aider le nouveau président soit au pays. Bon, nous ne sommes pas, comme tu as su le dire au départ, spécialistes de la RDC. Bon, on ne connaît pas, on n'a pas eu le temps de lire leur constitution en cas de cohabitation. Mais Tshisekedi est habile politiquement. Hein? Et ce sont des gens, il est entouré des gens qui ont lutté depuis longtemps. Ça veut dire qu'ils ont un programme, ça veut dire qu'ils connaissent aussi comment la politique se passe, comment ça se fait. Et donc, il faut leur accorder le temps, il faut leur faire confiance. Le pouvoir ayant tout fait ou la dictature pour qu'ils se maintiennent là, ils ont été mis au pied du mur jusqu'à accepter ce qu'ils ne devraient pas accepter. Ce n'était pas vraiment dans leur agenda puisque l'élection a été reportée à multiples reprises. Ça veut dire qu'il y avait l'idée de ne pas les organiser, donc les élections. Le pouvoir étant, les stratégies seront mises en place pour que... Que pensez-vous, Pierre? Vous pensez que Kabila, pour gouverner, devrait faire quoi? L'agneau, accepter cette suprématie du pouvoir qui a, je l'ai appris, plus de 251 députés. Et donc, avec pour Kabila une marge de manœuvre une marge de manœuvre très réduite et donc faire une transition comme telle, le temps de récupérer encore quelques je ne pense pas. Que doit-il faire maintenant? Nous ne pensons pas. C'est-à-dire que la politique en RDC désormais ne se fera plus comme avant. Et ça, soyez sûrs. La politique en RDC ne se fera plus comme avant. Kabila, malgré le contrôle des chambres, hein, il a aussi la pression de la rue qui est là. Hein? Et donc, même si, voilà, il faut voir les résultats de son candidat. Bon, même s'ils ont eu... sur le plan provincial, il a triomphé, oui, ce qui montre les assises. On vient de montrer l'argument qu'a donné son ministre de l'information, comme quoi cette élection se joue sur le leadership de chaque individu. Bon, que l'argument soit vrai ou faux, mais ce qui est vrai, c'est que le peuple congolais aujourd'hui est debout, est vigilant. Hein? Et donc, non, accordons un crédit, faisons confiance au nouveau président. S'il est confirmé, les choses pouvaient se passer autrement. Alors, conclusion, nous allons terminer cette émission par les recours. Vous savez, tous nous savons que les prévisions de la SENCO présentaient M. Fayulu comme le vainqueur de cette élection et lui-même, justement, a introduit des recours où il croit avoir remporté l'élection. Alors, pensez-vous, Georges Goma, que cette Cour soit en mesure de prendre une décision tout à fait objective en invalidant, par exemple, je ne pense pas, de toutes les façons. Moi, de toutes les façons, je reviens sur les fondamentaux. Moi, je suis parmi les gens qui pensent que la base doit être solide. Ce ne sont pas les rafistolages qui vont arranger la situation. Si en Afrique, on n'arrive pas à la vérité, à essayer de faire les choses à peu près correctement, et quand chaque fois qu'on laisse passer des fraudes qui sont flagrantes, je parle de l'Afrique et de l'Afrique centrale d'une manière générale, c'est une conclusion. Et cette conclusion me poussera à voir un peu au-delà de la République démocratique du Congo et de montrer que finalement,
en Afrique noire, il y a deux modèles de transition démocratique. Il y a la transition démocratique qui se passe à peu près dans les pays de l'Afrique de l'Ouest, à peu près correctement, à peu près, je dis bien. Et il y a le modèle de la démocratie qui se passe en Afrique centrale, qui est la plus ténébreuse qui soit et qui est la plus problématique qui soit. Et qu'on voit qu'au Congo-Brazzaville, ça s'est passé de la même façon. Le perdant des élections est devenu le président de la République en mettant les gagnants en prison. Au Gabon, c'est la même chose. Un faisceau d'indices montre qu'au Gabon, Bongo n'a pas gagné l'élection. Et le président qui a gagné l'élection court toujours. Au Cameroun, il n'y a pas longtemps, on a bien vu aussi que Biya n'a pas gagné l'élection et que ceux qui étaient de l'autre côté, des juristes qui ont fait des tribunes extraordinaires pour démontrer par A et par B que Biya n'a pas gagné, mais Biya est passé. Vous voyez? Au Tchad, c'est la même chose. Et en RDC, évidemment, ça risque d'être la même chose. Monsieur Félix Tshisekedi risque d'être confirmé, n'est-ce pas, en tant que président de la République, sans que la clarté n'ait été faite sur, n'est-ce pas, son élection. C'est ça qui me dérange au plus grand chef, parce qu'il va s'installer sur des bases qui sont fausses, enfin, fausses, une façon de parler, mais où la lumière n'a pas été clairement faite devant tout le monde. Et je suis sûr que c'est encore une perte de temps extraordinaire pour l'Afrique d'une manière générale. Voilà ce que je voulais dire à ce niveau. Voilà, Pierre Milika. Est-ce qu'on peut supputer Pierre Milika sur je ne sais pas si la réaction de Georges si jamais a des éléments de confirmer que l'élection aujourd'hui encore provisoire de M. Tshisekedi est fausse. Hein? Bon, maintenant, quant au recours lancé par M. Fayoulou, bon, ce qu'il faut reconnaître, c'est que ça n'aboutira à rien parce que cette institution est contrôlée par la dictature. C'est vrai que l'élection n'a pas été organisée par M. Tshisekedi, qui est donné gagnant, mais cette Cour constitutionnelle ne reviendra pas sur les résultats. Parce que, vu même la crédibilité de certains qui demandent le recomptage des voix, parce que lorsque vous avez un monsieur comme Sassou, mon cher Ngoma venait de citer, et qui demande à ce que les résultats soient recomptés, est-ce que dans son pays, l'élection s'était passée? Lui qui l'avait même organisé. Donc, vu un peu ces intervenants-là, ce que M. Fayoulou doit comprendre, c'est qu'il a déjà perdu, excusez que je le dise, et qu'il doit voir comment redynamiser les forces, comment organiser son opposition. Est-ce que va-t-il pouvoir garder la même flamme, parce qu'il y aura un jeu politique entre lui et Mbemba. Est-ce que Pierre Fayoulou lui-même ne sait pas que c'est consommé, que bon, il faire plaisir à sa base? Ça, c'est la procédure. Donc, peut-être que les choses peuvent changer, mais nous disons que, vu comment ces institutions-là sont mises en place et entretenues, et comment elles fonctionnent dans les dictatures, monsieur Fayoulou n'a pas la chance que ces requêtes trouvent satisfaction. Ça, c'est par rapport un peu au fonctionnement. Voilà une dernière intuition pour Georges Goma. Allez-y. Non, oui, mais moi, ce qui me met un peu en souffrance par rapport à ce que dit mon frère Milika Nimanga, c'est de considérer la chose. Il n'a pas de chance, il n'a pas de chance. On voit Fayoulou, mais est-ce qu'on a vu le peuple congolais? Est-ce qu'on a vu un peu, on a donné la possibilité… Mon cher Georges, c'est le calme, c'est le calme. C'est le calme. Monsieur Tshisekedi a été proclamé, le pays est relativement calme. C'est ce qu'il faut quand même retenir. Bon, donc, s'il y avait des émeutes au pays, dans les grandes villes, partout, à Kinshasa et tout, peut-être, mais le pays vit normalement aujourd'hui. Mais le pays vit normalement. Mais il ne faut pas qu'on fasse avancer les choses à travers des émeutes. Il faut qu'on apprenne aussi à ce que, dans le calme possible, les choses soient exprimées et que, écoute un peu, Pierre. Alors, quoi, doit-on dire qu'on accepte les résultats pour des raisons de paix et de stabilité? Pas de paix, mais celui qui est là, c'est un opposant de longue date qu'on connaît. Il n'a pas organisé l'élection, il n'a pas triché, ce n'est pas lui qui les a organisées. Si vraiment il est confirmé, il n'a rien organisé, mais c'est un opposant. On ne met pas en doute
son caractère opposant, que ce soit l'individu, que ce soit l'institution dont il est issu. Alors donc, nous pensons que c'est ça qui fait que la population se dit, voilà ce gens-là, ils nous ont toujours représentés, ils nous ont toujours défendus. C'est peut-être ça. Maintenant, lorsque je dis que M. Fayoulou n'a pas de chance, ça ne veut pas dire que ce n'est pas parce que je suis contre lui, nous sommes en train d'analyser, mais nous voyons comment ces institutions-là, ces cours constitutionnels fonctionnent dans les dictatures. Mais il faut les pousser à fonctionner autrement, c'est l'occasion. Mais voilà pourquoi. Maintenant. Hein? Voilà pourquoi je demande la maturité politique des politiques congolais demain, parce que si cette opposition, parce que qu'on le veuille ou non, c'est l'opposition qui va arriver au pouvoir, hein, et que une partie de l'opposition perdante, hein, doit continuer le travail pour que effectivement les mentalités changent. C'est cela. Mais ça ne peut pas changer avec ces gens-là. Si on se croise les bras, si les gens ont accepté l'élection, c'est parce qu'on a travaillé, mais il faut qu'on continue à travailler, hein, à ce que le fonctionnement des institutions change. Quelle est la place de la justice? Je veux poser cette question à nous tous là. La place de la justice, parce que une fois de plus, mon cher Ngoma, c'est une continuité. La justice, il y a des actes qui ont été posés dans ce pays-là. Si vous mettez la justice à côté et que les gens qui ont été coupables, je crois que je crois que cette transition, pas la justice à côté, tu sais. Georges, je crois que cette transition ne va pas blanchir. Pierre, je voulais dire. Excusez-moi, monsieur le journaliste. Mon cher Ngoma, tu sais très bien que la justice dans nos pays, dans ces dictatures-là, c'est une justice aux ordres. Mais c'est ça qui. On le sait, Milika, on le sait, mais il faut que, à partir de maintenant, moi je ne suis pas contre que M. Félix Tshisekedi soit président de la RDC. Si ça se démontre, il a gagné, il a gagné. Mais mon souci, sérieusement, c'est que ça soit un point de départ, un nouveau point de départ où la considération des instances comme la justice soit désormais des choses presque sacralisées. Je suis peut-être utopiste en le disant, mais il faut quand même qu'on se dise qu'à partir de maintenant, ne reproduisons pas les modèles du passé qui nous ont fait tellement du mal. Malheureusement, ça se décrète. Malheureusement, ça se décrète pas. À tous les deux. Monsieur Kabila, après avoir passé au pouvoir, complètement, c'est une bonne chose. Mon cher Ngoma, cela ne se décrète pas. Cela ne se décrète pas dans notre lutte permanente. Pierre, ces résultats seront connus dans quelques jours et cette Cour est en train de statuer. Ne suppute-t-on pas sur ce qui va être décidé dans quelques heures peut-être? Alors, ce qui est constant, c'est que le spectre de Kabila est en train de s'effacer. Pour les Congolais, c'est déjà quelque chose de gagné. Ce n'était pas facile pour eux, bien entendu. Alors, merci donc, Georges, à vous et à Pierre Milika Mimanga d'avoir accepté cette invitation. Notre série sur la RDC continue. Nous aurons une autre tribune le samedi avec, cette fois, un militant actif du Texas, donc, qui est membre de la communauté congolaise de Kinshasa au Texas et qui fait des vidéos, qui est connu dans ces milieux, qui sera sur ce plateau avec d'autres Congolais de Brazzaville cette fois. Merci à vous qui étiez connectés sur Facebook. Je crois qu'il n'y a pas à vous, il n'y a pas de questions. Vous n'en avez pas eu. Voilà, donc vous pourrez réagir sur notre mur et porter des remarques sur la vidéo. J'avais donc sur ce plateau Pierre Milika Mimanga, coordonnateur du mouvement congolais contre la dictature, donc du président Bruno Mouélé, qui est en Hollande, hein, je crois, oui, et Georges Goma, sociologue, et donc titulaire d'une thèse de doctorat en sociologie. Mais attention, Georges Goma est également politicien, puisque Georges, est-ce que vous me donnez l'autorisation, la permission de parler de vous comme homme politique? Oh ben, écoutez, est-ce que vous pouvez nous rapporter l'expérience de vos élections d'il y a quelques mois?
je n'ai peut-être pas cette prétention, mais ce qui est bien vrai, c'est que je suis un citoyen du monde, je suis au Canada, j'ai la citoyenneté canadienne et québécoise également. Et puis, ben, écoutez, l'intérêt qu'on porte à la chose politique m'a poussé à être candidat. Ici, là où j'habite, où je vis, où je paie mes impôts, où se construit ma vie quotidienne. Vous voyez? Et donc, j'ai pu avoir l'opportunité que l'espace politique québécoise, qui est un espace éminemment démocratique, m'ait ouvert la possibilité de me présenter. Et je me suis présenté pour un parti que je porte au fond du cœur, qui est le Québec solidaire, et où nous avons parcouru un bon chemin ensemble avec des élections où nous n'avons pas gagné, mais nous n'avons pas démérité non plus. Nous avons fait des résultats encourageants. Et puis, ben, ma foi, cette petite aventure se continue. Et j'en suis gré et j'en suis ravi. Voilà. Merci et à la prochaine occasion. Merci une fois de plus à tous ceux qui étaient connectés sur Facebook. Je vous retrouve samedi dans l'après-midi pour une autre émission sur la RDC. Moi, c'est Jean Lewis au Journal de la Communauté. Encore une fois,